3, 2, 1, allez go. Bienvenue dans ce live Twitch, on est en direct, allez, pour 3 bons quarts d'heure pour parler de l'actu des derniers jours. Rejoignez-nous sur Twitch, on va mettre un petit tweet. Et pour faire ce live, j'accueille François-Pierre Noël, mon inégalable partenaire, indéboulonnable, non, on pourrait dire ça. Salut FP. Ah, je sais pas, et mon contrat il s'arrête quand? Salut à toutes et à tous. Ah, je sais pas, j'ai pas mis de date de fin en tout cas. Parfait, t'inquiète pas. Je suis toujours là, toujours prêt pour débuter la nouvelle saison. C'est sympa, la Grand Prix de la Marseillaise. On a revu du beau temps, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de revoir du soleil, c'est ça? C'est ça, c'est bizarre. Moi, c'est chez moi, il neige, hein, c'est pour ça. On est en Suisse, on le rappelle. Bon, tu es en Suisse, on le rappelle plutôt. Oui. On n'est pas tout seul. Ce soir, on va faire ce petit live avec déjà celui qui est avec nous très souvent dans Vélo Podcast. Sociétaire, on peut dire, Julien Després d'Actu Cyclisme Féminin. Salut Julien. Salut Guillaume, salut FP. Salut Julien. Salut Julien, merci d'être avec nous. Et t'es pas tout seul aujourd'hui Julien parce que les deux de Vélo Futé sont avec nous. Alors Titouan, salut Titouan. Salut à tous. On est 3 normalement, mais donc on n'est que 2 ce soir. Exactement, et donc avec Quentin. Salut Quentin. Salut à tout le monde. Bon les gars, merci d'être avec nous en tout cas. Avec plaisir d'être invité, merci beaucoup. Avec grand plaisir. FP, déjà, voilà, je vais écrire le petit tweet pour inviter tout le monde sur le direct là. Tu veux que je prenne le relais, c'est ça? Déjà, alors, tu as le menu, présente un petit peu le menu tant qu'on y est. Ouais, le menu, bah écoute, on va parler tout simplement du début de saison avec le Grand Prix de la Marseillaise qui a eu lieu hier et la victoire du Belge Amaury Capiot. Alors ça dépend, il y a deux versions, la RTBF dit Capiot, il y en a certains qui disent Capiot. Alors on pourra faire un petit débat là-dessus si vous voulez. Ouais. je pense. En tout cas, voilà, on parlera de la Marseillaise, on parlera des challenges mallorquins qui ont eu lieu la semaine passée avec notamment une victoire de Tim Wellens. En partie, il y a eu pas mal d'autres victoires derrière avec Arnaud Delay, pareil, le jeune Belge de la Lotto Soudal. Et puis on reviendra évidemment sur le monstre Tom Pidcock qui profite des absences de Wout van Aert et de Mathieu van der Poel pour être champion du monde de cyclo. Donc voilà, on va en parler tout à l'heure. Évidemment. Revenons d'abord peut-être sur le Grand Prix de la Marseillaise parce que c'est cyclisme sur route, c'était en France et c'était hier. Oui. FP. Dis-moi. Tu sais que quand on prépare l'émission, on a un petit conducteur. Tu as regardé l'ordre du conducteur pour commencer? C'est pas ça, c'est pas la Marseillaise? Moi je voulais commencer par la Marseillaise. Il y a une petite médaille d'or qui est tombée quand même hier soir, FP. Avec Tom Pidcock. Tom Pidcock. On peut faire que Pidcock en premier alors si vous voulez, comme vous voulez. Regarde, tu vas voir. J'ai préparé plutôt Pidcock parce que, en fait, je t'explique pourquoi. J'ai hésité, j'ai fait comme toi, je me suis dit, quand même, la Marseillaise. Grosse actu, c'est... On sait jamais quoi. Mais là, en tout cas, Tom Pidcock, on peut se dire, est-ce que c'est l'autre fantastique? Moi, c'était un peu la question que je me posais quoi. L'adversité en face, ni Van der Poel ni Van Aert, c'est compliqué de juger, hein, même s'il a fait le show. On a vu sa photo finish en mode Superman, qui était très, très jolie à voir. Qui m'a fait penser à Miguel Martinez, hein, à l'époque, à la grande époque. Oh là, ah oui, quand même. Miguel Martinez, quand il gagnait, c'était comme ça aussi. Hein. Il célébrait comme ça. C'était comme ça aussi. Hein. C'était le dernier, ça. Ouais, c'est celui de Julien, ça. Mais Julien, toi, je sais pas si tu as vu un peu la course. Alors, bon, déjà, notez quand même que donc absence de Van der Poel et Van Aert. Est-ce que ça a la même saveur la victoire de Pidcock? On dira que les absents ont toujours tort. Pour Mathieu Van Der Poel, c'est un peu plus compliqué avec ses problèmes de santé. Maintenant, Van Aert se concentre sur les classiques. Pidcock a dit qu'il ferait les classiques aussi, donc à voir qui aura raison à la fin. Les gars de Vélo Futé, Titouan, Quentin, je sais pas si vous avez un avis là-dessus, en tout cas sur l'adversité, le fait que Pidcock gagne, mais sans Van Der Poel, Van Aert, est-ce que c'est une victoire au rabais? Est-ce que c'est une médaille d'or au rabais? Pour moi, c'est jamais vraiment une victoire au rabais. Il a gagné, il était là, les autres sont pas là, c'est tout. C'est comme ça, c'est le jeu. Pidcock était très fort, il aurait très bien pu gagner même si les deux autres avaient été présents. Donc non, c'est pas une victoire au rabais. Maintenant, on est conscient aussi qu'il n'était pas là et que ses deux plus grands adversaires étaient absents. Mais ça arrive, ça fait partie du sport que d'avoir des absents. Donc non, c'est pas une victoire au rabais. On rappelle quand même que le podium a Lars van der Haar, le néerlandais qui est derrière à 30 secondes, et Elise Herbit qui est
3e à 32 secondes. Et notez la belle place aussi de Clément Venturini, 5e, pour un coureur qui ne fait pas du cyclo sa priorité. C'est quand même super intéressant. Je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus sur la belle performance de Clément Venturini quand même. Quentin, peut-être, on vient d'entendre Titouan, Quentin de Vélo Futé. Oui, j'étais le premier surpris de voir les Français aux avant-postes dès le deuxième tour. Et Clément Venturini qui montre qu'il a des belles des prédispositions pour ça. Surpris, non, mais bon, après c'était dans un contexte particulier. On était aux États-Unis, il y avait de la fatigue accumulée, il a moins couru que les autres. Bon, je pense que ça a dû y jouer un petit peu. Mais je suis très content pour lui. Ouais, on rappelle quand même qu'il y avait Joshua Dubos qui a pris la tête de la course au tout début. C'est le champion de France, mais il est tombé, il me semble, si je dis pas de bêtises, Joshua Dubos. Il est tombé au deuxième tour. Au deuxième tour, c'est ça. Donc voilà, donc les Français sont de retour au cyclocross aussi. Après, vas-y Julien. Moi je voulais revenir sur Venturini. Alors, ce qui est bien, c'est que Vincent Lavenu ouvre les yeux, il le libère un peu, faire du cross. Pour voir que c'est pas néfaste à la saison. Ensuite, le parcours n'était pas super technique quand même. Et ça correspondait plus à ses qualités de rouleur. Donc ça joue aussi, je pense, sur sa performance. Après j'aimerais bien... parce que tu as vu le parcours quand même. C'était pas aussi boueux que comme si tu avais fait le championnat du monde en Europe. Là on était aux États-Unis, on était à Fayetteville et franchement c'était plutôt sec quand même pour des conditions de cyclocross. Est-ce que ça a joué peut-être? Alors la manche de Coupe du Monde qu'il y a eu début octobre, était sur la boue. C'était plus un chantier. Je pense que ça aurait pu jouer aussi sur le résultat. Bon, après, la logique a plutôt été respectée. On va dire que les deux seules surprises que je vois à ce niveau-là, c'est Toonart qui fait 6e et Lorenz Wick 8e. Moi, je les aurais vus un peu plus haut par rapport à leur performance ces dernières saisons, en tout cas. Guillaume, je sais pas ce que tu en penses, toi, au niveau de ce top 10, mais c'est un peu ça que je vois de flagrant, en tout cas. Après, c'est un top 10 qui est... je sais pas, j'ai envie de dire plutôt logique. On retrouve quand même ceux qui étaient au top pendant la saison. Et en fait, dans ce top 10 plutôt logique, tu as du Clément Venturini. Je trouve que ça donne encore plus de comment dire, peut-être de regret sur ce que peut faire, alors, de saveur aussi, mais peut-être de regret sur ce que pourrait faire Venturini s'il se préparait à 100% sur le cyclocross. Je sais pas. Après, la logique des équipes françaises, c'est pas celle-ci. Il faut qu'il soit disponible pour la route, même si c'est vrai que ça fait un petit moment aussi que Venturini n'a pas fait de gros résultats sur la route. Voilà, c'est vrai que de ce côté-là, la stratégie française est pas forcément la bonne. Mais en même temps, quand on voit des Pidcock, Van Aert et Van Der Poel qui font tout, absolument tout, c'est compliqué de les juger parce que est-ce qu'un coureur peut tout faire? Je pense pas non plus. Donc c'est assez difficile de payer quelqu'un qui court pas pour ton équipe, entre guillemets. Je parle sur route en tout cas. Après, Titouan, Quentin, je sais pas pour vous, mais on voit sur ce que vient de dire FP, on voit les gars qui font tout toute la saison. Bon, alors Van Aert était pas là, on sait pour quelle raison, mais Van Der Poel, est-ce que entre les Jeux Olympiques qu'il a préparé, il enchaîne sur cyclocross, il fait la route, et t'as l'impression, regarde la blessure qu'il a, quoi. Titouan, je sais pas, Quentin, l'un des deux. La blessure, il la traîne à cause de sa chute au VTT. Je pense pas que ce soit une fatigue ou quoi que ce soit. Par contre, oui, on a vu l'année dernière que Van Aert finissait sa saison assez fatigué. Il a eu du mal sur Paris-Roubaix. Il était un peu à bout de souffle. Forcément, quand on commence une saison en décembre, janvier et qu'on la finit en novembre ou octobre, ça devient compliqué. Donc oui, c'est difficile, même si les mecs sont hyper polyvalents, hyper endurants, finalement c'est difficile. Donc moi je pense que Van Der Poel et Van Aert ratent le championnat du monde de cyclocross. C'est pas forcément mauvais pour leur saison sur route. Quentin, pour réagir sur ce que vient de dire Titouan, sachant que certes tu rappelles que c'est aussi une conséquence de la chute, notamment aux Jeux Olympiques en VTT, mais il a cherché à revenir absolument pour la saison de cyclocross, alors que s'il n'avait cherché à revenir que pour la route, finalement il aurait peut-être pas accentué, ou il aurait peut-être pu prendre le temps de se soigner un peu, quoi. Ouais, après moi je suis partagé dans le sens où à partir du moment où tu brilles dans une épreuve, comme ça peut être au cyclocross, je pense que c'est aussi de la motivation, et puis c'est aussi c'est de bon augure pour le reste de ta saison. Donc juste pour revenir sur Venturini, je pense que le fait
de faire du cyclocross, parce que c'est quand même son dada, le cyclocross Aventurini. Ah oui. Je pense que ça ne peut être que très bien pour le reste de sa saison, en sachant que depuis qu'il fait plus de cyclocross, pardon, il est nulle part sur les résultats en route. Et donc, moi, je suis plutôt partisan de faire des grosses prépas ou même de faire du cyclocross l'hiver. Et ben après, par contre, comme dit Titouan, il faut peut-être un peu se ménager sur certains objectifs, il ne faut pas tous les courir. Mais je pense que c'est très bon pour la route, très bon pour le moral. Et si tu performes là, ben, tu es en confiance pour le reste de la saison. Ça, Bon. c'est sûr qu'ils sont bien jusqu'au mois de septembre-octobre, mais on voit qu'en fin de saison, c'est compliqué. Alors là, il n'y aura pas de Paris-Roubaix Ouais, en fin de Titouan. saison. Donc, voilà, c'est autre chose. Bon. Bah en tout cas, les gars, on a bien, je pense, FP élargi voilà, l'analyse de ces championnats du monde de cyclocross qui donc étaient aux États-Unis. La saison de cyclocross qui s'achève donc et qui va pouvoir laisser la place à la route avec les courses qui ont repris. Alors on était en Espagne et en France ces derniers jours. Le Grand Prix de la Marseillaise ce dimanche. Guillaume, Oui, juste pour finir le Oui, championnat Julien. du monde. oui, vas-y. Tu as le mot de la fin sur le Vas-y. championnat du monde, Julien. Vas-y. D'accord. L'ogresse a encore frappé. La Ah gauche, oui, non, c'est forcément. encore Alors, frappé. juste, Julien, désolé, on n'a parlé que des hommes, mais bien sûr, du côté des femmes, c'était Pidcock l'autre fantastique. Mais alors, si Pidcock c'est un fantastique parmi Van Aert et Van Der Poel, celle dont tu vas parler, c'est quoi? Comment on peut définir? Euh, comment on peut définir la déesse. Tu nous dis de qui tu parles? On parle de Marianne Vos. Ah ouais, qui a Ouais. gagné le titre chez les femmes. 8e titre mondial en cyclocross. C'est énorme. Sur 24 éditions, c'est pas mal quand même. C'est une belle stat. Ouais, elle a Ah, remporté, mais elle a il lui remporté il un lui manque tiers de tous Paris-Roubaix, les. hein. Ouais. Il lui manque Paris-Roubaix, hein, désolé. Hein. Ah, elle a coché le 16 avril dans son calendrier, pareil. Ouais, FP t'inquiète. aussi, ça tombe bien, t'inquiète pas. Oui, moi aussi, t'inquiète pas. Mais alors, elle a maîtrisé, elle a maîtrisé Brand. Cinda Brand, elle a eu peut-être l'erreur de pas tenter plus, je pense. Ouais, mais c'est un peu frustrant, Julien, parce que cette équipe néerlandaise elle est trop forte quand même. Hein. De qui parles-tu, FP? De qui parles-tu? Hein? Les néerlandaises. Ah non, pas Jumbo-Visma, mais je Ah, parle des oui, néerlandaises pardon. avec Marianne Vos et Lucinda Brandt. Mais... Bah alors, les Néerlandaises sont quand même très fortes. Hein. Tu vois encore le triplé hier chez les Espoirs. Hein. Ah ouais, c'est Ah, ça. Parce qu'il y a même la relève derrière, je suis d'accord avec toi, hein, c'est ça qui est Ah, hallucinant. Il y a de la ressource. Il y a de la ressource derrière. Et à noter la 8e place de la française Hélène Clausel hein, chez les femmes. Ouais, très belle, très belle. Elle est à sa place. Hein. C'est à l'image on va dire, de sa saison. Elle finit 9e de Coupe du Monde. Donc c'est à l'image de sa saison. C'est top 10. Bon, Bon, on passe à la suite, Guillaume, avec le cyclisme sur route et Ouais. ce qui s'est passé à Majorque. Peut-être que tu veux d'abord aller en Espagne avant d'arriver en France. oui, on va passer par l'Espagne. Alors Julien, merci hein, pour ce mot sur les mondiaux de cyclisme, de cyclocross féminin, parce que c'est vrai que on a parlé de Pidcock, mais il fallait quand même parler de Marianne Vos. En parlant, alors c'est bizarre parce que Marianne Vos, on a l'impression que c'est une mamie dans le peloton alors qu'elle est pas si vieille que ça. Mais lui, par contre, c'est un petit papy quand même sur la route. C'est Alejandro Valverde qui s'est montré bien en forme sur les challenges de Majorque la semaine dernière. Alors bon. On a échangé avec, alors je sais pas si c'était avec Titouan, Quentin, l'un des deux de Vélo Futé ou votre compère le troisième, sur le sprint entre Wellens et Valverde. Mais Valverde, bon déjà bien en jambes avec le duo Enric Mas aussi dans ses challenges de Majorque, alors que je revienne sur les différents résultats avec une victoire pour McNulty, une victoire pour Binyam Girmay, une victoire pour Tim Wellens, l'autre pour Alejandro Valverde et Arnaud Delis qui a remporté donc voilà les vainqueurs des 5 challenges de Majorque. On va commencer avec Titouan peut-être. Valverde déjà bien en forme. Alors Tim Wellens aussi bien en forme, mais Tim Wellens il a l'habitude de nous montrer ça en début de saison. Bon Valverde, The Last Dance, j'ai titré ça un petit peu pour Valverde pour a aussi le débat. l'habitude d'être en forme en début de saison. De toute façon, Oui. il a la capacité à être en forme assez rapidement, un peu à l'image de Primoz Roglic ou Pogacar, des coureurs qui sont là toute la saison, à l'inverse de Nibali ou Froome, par exemple. Voilà, c'est des gars qui est pris toute la saison. Wellens, en effet, lui, il est souvent très fort en début, puis a tendance je pense pas qu'il diminue, mais simplement les autres progressent, et donc voilà, il se retrouve un peu plus peut-être en difficulté. En tout cas, Valverde, oui, qui a rentré 2 ans bientôt,
infatigable, il est vraiment incroyable à ce niveau-là, il n'y a rien à dire. C'est 2 victoires normalement sur ce début de saison, puisqu'il a bien été gêné et Tim Wellens est lui venu s'excuser sur le podium suite à son mouvement. D'ailleurs, on a vu des vidéos passer où on le voyait bien de face, c'est assez indiscutable. Maintenant, Tim Wellens, c'est très bien qu'il ait gagné, parce que c'est très bien pour la Lotto Soudal, qui est une équipe historique, qui est en difficulté Ouais, et qui ouais, ouais. va tous rester en World Tour. En tout cas, nous, de chez Vélo Futé, avec Quentin et Romain, on en a déjà parlé, mais on aime vraiment qu'il reste. Donc voilà, c'était top. Il est en forme. Arnaud Delis qui vient aussi rajouter cette victoire, mais on en reparlera après. C'est vraiment génial. Mais Valverde, lui, il est parti pour faire sa dernière danse. Il est parti pour enchaîner, je pense, plusieurs victoires dans la saison. Il devrait réussir à en gagner peut-être une encore en Espagne sur ses terres. J'espère qu'il en gagnera une aussi sur la Vuelta pour finir de la plus belle des manières. Et Ouais. pourquoi pas une classique. Mais en tout cas, il est parti, il est en grande forme et je pense pas qu'il soit moins fort que l'année dernière. Je dirais même il a l'air d'être très très motivé, surtout que Pachivila, donc qui a pris les commandes de l'entraînement chez Movistar, est assez novateur dans le domaine, on va dire, et avait des plans pour Mas, Sosa et Valverde. Donc Ouais, voilà. pour bien équilibrer le calendrier, en effet. Merci Arnaud 33290 pour le follow le sub sur Twitch. Quentin, toi, tu penses quoi de Papy Valverde, déjà bien en forme? Alors on a parlé des autres résultats sur ces trophées sur ces challenges de Majorque, là, les différents trophées qui se sont déroulés. On retrouve quand même les cracks qui sont déjà présents quand même. Oui, oui, bah, Papy Valverde, on en a parlé. On retrouve les cracks, mais alors moi, il y en a un qui me surprend parce que je pensais que ça serait le futur ex-Van Garderen, c'est McNulty. Il fait 1,42 sur les places. Il est même presque aérien, alors que je le voyais plutôt lent. Ouais, il tient le coup hein, sur la dernière face à Ouais, Valverde au sprint. Hein. c'est étonnant parce que c'est pas un pure puncher, c'est plutôt quand même quelqu'un qui est grand. Il est assez lourd, enfin, par rapport à un cycliste. Hein. Pour nous, il est très mince, mais euh, je suis très agréablement surpris et c'est peut-être de bon augure pour le renouveau du cyclisme américain. Donc, ouais, je dirais les cracks sont là et mention spéciale pour McNulty. On peut Julien? parler aussi chez McNulty et Ouais, chez Quentin. UAE de Joël Schutter Titouan, pardon. qui a aussi cartonné, surpris évidemment son monde avec son sprint en devançant Albanese, Oui. qui était encore très en forme l'autre jour, alors qu'il y a quelques mois, il n'avait pas de contrat. Donc voilà, Joël vraiment, Suter, je rappelle, le Suisse de ouais, la UAE Team Emirates, qui a pris la deuxième place sur le Trofeo Calvia. Trofeo Calvia, si je me trompe pas, est-ce que c'était la première manche Oui, c'est ça. Du Oui, Challenge de c'est un Majorque, avec la victoire de McNulty en solitaire. Ouais, Joël Suter qui faisait partie de ces gars qui n'avaient pas de contrat encore tardivement, tout comme un autre. Quel est l'autre mec qui n'avait pas de contrat? C'est Simon Clark, non, qui avait pris une bonne place là sur cette semaine aussi? Ouais, c'est ça, ouais. D'ailleurs, Simon Clark, je suis étonné qu'il n'y ait pas Ouais, une Quentin. équipe française qui soit allée le chercher. Parce que c'est un super coureur, c'est un mec qui pète le feu et qui. Je comprends pas qu'on laisse des gens comme ça sur le carreau jusqu'au dernier moment. Ouais, surtout que c'est des mecs qui peuvent te rapporter des points à peu près sur tous les profils de course en plus. Julien, Ouais. toi, qu'est-ce que tu retiens de cette semaine espagnole là, cette semaine Mallorcane, Mallorcane, je crois que c'est ça, avec Mallorquine. Mallorquine aussi. Bah, comme tu veux, vas-y. Mallorquine. Sur les Mallorquines, Ouais. tu retiens quoi? L'émergence d'un petit jeune, Alors Valverde. attends. Le petit jeune, il s'appelle comment tu dis? Valverde, il sort des juniors. Allez, 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 comment il s'appelle? C'est quoi son prénom? Allez, Alessandro? Allez, Valver, quelque chose comme ça. Valverde, ouais, bah Euh, oui. Ouais. qui sort des juniors, à mon avis, il a un grand avenir. Ah, grand rival de Widebrock chez Junior. Non, je déconne. C'est limite Non, son fils, quoi. Putain. Valverde est impressionnant. Ouais. Alors, ne le traitez pas de trop vieux, parce qu'il a quand même que 3 ans de plus que la leader chez les femmes de la Movistar. Anémique. Il a que 3 ans de plus que Van Vleuten. Ouais. Non, mais il est déjà prêt. Alors, je ne sais plus qui disait ça, qu'il était déjà prêt au début de la saison, mais Valverde, il est toujours prêt à n'importe quel moment de la saison, j'ai l'impression. Il est invielissable, vas-y. Ouais. Enfin, il vieillit pas, quoi. Ouais. Inoxydable. Mais inoxydable, voilà. T'as vu un petit peu? Ah ouais, non, mais pas mal, pas mal. Alors, la grosse surprise, c'est Arnaud Delis. Première course pro, enfin première semaine de course pro
une victoire. Alors lui, il a remporté le trophée au Playa de Palma qui s'est déroulé hier au sprint devant Juan Sebastián Molano et Sacha Vemaes de la Sport Vlaanderen. Molano de la UAE. Est-ce qu'on n'aurait pas aussi un renouveau du sprint belge avec ce petit jeune qui monte? Ah, après, dans le renouveau du sprint belge, t'as quand même un Jordi Meus. Van Aert, hein. Ah, qui? Van Aert aussi. Je connais pas. Ça me dit rien. Mais FP, je pense, je le connais très bien, mais je suis pas sûr. Alors, Moi, je connais Christophe Laporte. Titouan, Quentin, faut savoir, les gars, que FP a un amour fou de la Jumbo-Visma. Hein. Faut quand même le rappeler. Hein. Mais le renouveau du sprint belge, il y a aussi Tim Merlier, il y a aussi Mais oui. Philipsen, donc je pense qu'ils sont quand même bien garnis de ce côté-là. Ouais, mais c'est même encore plus jeune. C'est ça peut-être que veut dire Julien, non? C'est que t'es encore plus jeune que les Merlier et Philipsen qui éclos, quoi. C'est ce que je voulais dire. Ouais. Ça arrive jeune. Il commence à être sprinter belge commence à venir de plus en plus jeune. Donc ça peut être sympa. Les prochains championnats de Belgique, si c'est plat, ça va être sympa à voir. Ouais, de toute façon, c'est vrai que c'est Van Aert qui va gagner. 19h55, on est en direct sur Twitch avec les amis de Vélo Futé, Titouan, Quentin et puis Julien Després d'Actu Cyclisme Féminin. FP, t'es aussi là avec moi pour ce petit live. On a parlé des championnats du monde de cyclocross, on a parlé de la semaine à Majorque. Donc on le rappelle avec... Je veux pas mon avis sur la semaine majorcaise. C'est-à-dire que j'allais te lancer sur les vainqueurs, tu vas voir. Avec les vainqueurs, donc on a dit Arnaud Delis, Valverde, Wellens, on a eu le tout premier Brandon McNulty, et puis un de tes chouchous, non, c'est ça, au Trofeo Alcudia, le port d'Alcudia, là, un de tes exactement, Binyam Girmay, l'Érythréen. Alors, en fait, il y a deux choses que je me suis dit quand il a gagné. Déjà, il bat quand même Gibbons et Nizzolo. Et il faut quand même le faire au sprint, parce que le sprint, alors dans ce que j'ai vu, c'était pas un sprint non plus une petite montée ou quoi, comme il sait faire, parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui grimpe très bien, qui est dur à l'effort, qui tient longtemps, et c'est aussi un très bon sprinter visiblement. Et moi, je trouve c'est incompréhensible qu'aucune équipe française a été dessus. Alors autant Simon Clark, j'ai entendu tout à l'heure, effectivement, ça peut être un débat, mais là, on parle quand même d'un type qui était à la Delco l'année passée, la Delco qui s'est malheureusement arrêtée, et qui est parti en pleine saison au mois de mai. Mais comment personne ne l'a vu? On l'a vu sur 2-3 courses où il avait fait des grosses performances. Je pense notamment au Giro di Laguglia où avec Champoussin, c'était lui qui avait marqué la course. Applaudissements pour FP, s'il vous plaît, qui a passé le Laguglia. Ouais. Mais tu vois, c'est un scandale. Enfin, franchement, quand je vois des coureurs, la FDJ qui va chercher Quentin Pachel à BNB, arrêtons le franco-français. Girmay, il était incroyable. Alors après, et puis en plus, il part à Intermarché ou Antigobert. S'il partait à la Jumbo, je me dis au niveau salaire, tu peux pas t'aligner. Intermarché, pour connaître un peu le système, tout le monde peut s'aligner, même la BNB. Donc c'est hallucinant. Voilà. Tu peux te dire qu'en partant chez Intermarché, il est parti chez les Français aussi. Comment? Tu peux te dire qu'il a fini à mi-saison. Il a fini plutôt, voilà, donc c'est-à-dire que c'est pas une période forcément de transfert qui se passe plutôt à la fin de l'année. Là, il a rejoint l'équipe à mi-saison. Peut-être que les équipes françaises ne se sont pas vraiment préoccupées. Peut-être que certaines étaient dessus, mais attendaient la fin de saison. Je sais pas. Honnêtement, j'ai pas d'informations, mais le fait est qu'ils l'ont pris tôt dans la saison et c'est sûrement ça qui leur a permis de l'avoir, parce que c'est un coureur évidemment à gros potentiel. Après, on sait aussi que malheureusement, dans certaines équipes, il y a des problèmes parfois avec les nations africaines, ce qui est très triste d'ailleurs, évidemment, mais voilà, on sait qu'il y a déjà eu des soucis là-dessus. Donc, ouais, mais après, Titouan, ce que veut dire FP, je pense que c'est pourquoi Intermarché a réussi à le choper au mois de mai, alors que tu pourrais très bien avoir une autre équipe qui aurait pu faire la même démarche, franchement. C'est un mec qui, derrière, en plus, fait podium au championnat du monde espoir. Donc, le pari de la Intermarché ou Antigobert est parfait, quoi. C'est un potentiel énorme, ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Maintenant, voilà, les effectifs tournaient déjà. Peut-être qu'ils n'avaient pas de place à ce moment-là dans les programmes ou quoi que ce soit pour les mailles, tout simplement. C'était peut-être juste une question de temps, quoi. C'est-à-dire que l'Intermarché ou Antigobert était tellement démunis qu'il y avait de la place pour tout le monde. Oui, mais alors tu sais bien comment ça se passe aussi dans ces jeux d'agents également. C'est que, à ce moment-là de la saison, ok, il part le 31 mai, ok, c'est en cours de saison, mais faut pas me faire croire que la FDJ ou même Cofidis en l'occurrence, qui recrute plutôt pas mal,
puissent pas lui dire, bah écoute, attends un mois ou attends la fin de saison. Alors effectivement, ça serait peut-être frustrant pour lui, mais tu peux t'aligner déjà sur le salaire, mais mettre un peu plus, porter sur un engagement à long terme comme il a Intermarché. Enfin, tu vois, je pense qu'il serait resté en France. En plus, il était en France avec Delco, visiblement, il aimait bien le coin. Enfin, moi, je trouve ça incompréhensible, vraiment. Alors qu'Intermarché, c'était le marasme, hein, quand même. Hein. Faut se dire là-bas, c'est le marasme. Hein. Oui, mais est-ce qu'il aurait pu avoir le rôle qu'il a chez Intermarché dans une équipe française? Là, il Bah, vient de leader. au départ, quand il le recrute, il le recrute pas comme leader. Hein. Mais directement, c'est sûr qu'il allait avoir sa carte en tant que leader, c'est sûr, dès le départ. Aucun coureur n'a vraiment ce profil-là chez Intermarché ou Antigobert. C'est quasi un des meilleurs punchers et c'est quasi un des mecs qui a la plus grosse vitesse de pointe, sachant que Van Poppel partait. Donc, il était sûr en arrivant chez Intermarché d'avoir un boulevard. S'il allait signer chez FDJ, il aurait eu beaucoup moins d'opportunités. S'il avait signé chez AG2R, c'est pareil, il aurait eu moins d'opportunités. Chez Cofidis, il en aurait eu un peu plus, mais quand même moins que chez Intermarché aussi. Donc je pense que finalement, pour lui, si on pense à lui et non pas aux équipes françaises, lui, pour signer chez Intermarché, chez Wanty-Gobert, c'était quelque chose de vraiment intéressant et c'est pas sûr qu'il aurait choisi forcément une équipe française, même si elle s'était sollicitée ou pas, même s'il l'avait sollicité. Ah non, ça c'est clair. Et puis juste une dernière chose, mais Ouais, pour je rebondis terminer. rapidement sur la Lotto Soudal. Lotto Soudal, il faut savoir que ça fait quand même 1 ou 2 saisons qu'ils ont fait un virage assez important sur les jeunes Belges. Hein. Ils forment des jeunes Belges très prometteurs. Ils ont notamment piqué, alors pas piqué, mais à la FDJ Sylvain Moniquet. Mais on a Brent Van Moor, Maxime Van Gils, Florian Vermersch, qu'on a vu sur Paris-Roubaix. Oui. Voilà, donc Nous, on des l'a vu à coureurs plein de très bouts, en tout cas, intéressants. Florian Vermersch. Hein, mais... Voilà, mais des coureurs très intéressants qui, dans les années à venir, vont faire très très mal. Et voilà, ils sont chez la Lotto Soudal. Bon, merci messieurs pour ce débat sur les trophées de Majorque. On va avancer un petit peu alors qu'on remercie Joyeux du Nil et Justin Nadeau pour le follow sur Twitch. N'hésitez pas à inviter les autres à nous follow, on va nous suivre, on va faire aussi des petits lives, des petits streams, des fois à PCM. On va en profiter pour passer dans le menu, on va avancer. On va passer au Grand Prix de la Marseillaise qui s'est déroulé hier avec au boulevard devant le stade Vélodrome, l'Orange Vélodrome, désolé à Orange, hein, j'aurai pas de réduction sur mon prochain abonnement. 20h01 on est sur Twitch. Le Grand Prix de la Marseillaise donc remporté par Amaury Capio au sprint. Alors Capio, hein, on verra ça. Je te laisse FP voir avec les linguistes. La victoire de Capio devant Mats Pedersen de la Trek, Francisco Galvan de la Kern Pharma. Edvald Boasson-Hagen, tiens, t'es un 4ème début de saison. Pourtant, sur les photos qu'on avait vues, présentation avec Sagan, on a l'impression qu'il avait mangé toute sa famille. Mais écoute. Oh, c'est moche. Oh, c'est bon, ça va. Tout le monde s'est fait la même remarque quand on a vu Boasson-Hagen de profil. Il devance au sprint Benoît Cosnefroy, Brian Cocard 5 et 6. Dans les autres qui complètent le top 10 de cette Marseillaise, Zimmermann de l'Intermarché Wanty-Gobert 7ème. Ulissi Covid l'a eu à 8-9 et Alberto Bettiol 10ème, une flopée de Français derrière dans le top 20. Thomas Champoussin, Benjamin Thomas, Jean Poussin, Guernalec, Morellet, Calme Jeanne. Tiens, Julien, t'es plutôt le local de l'étape par rapport à cette Marseillaise. Alors que on salue. Hein. Salut Justin, salut Joyeux du Nil. N'hésitez pas à envoyer vos commentaires, à dire ce que vous pensez de ce qu'on dit. Julien, toi, de ce Grand Prix de la Marseillaise, finalement, on a eu un sprint avec une bonne quarantaine de coureurs devant l'Orange Vélodrome. Amaury Capio qui finalement s'est extirpé au dernier moment du sprint avec ses coéquipiers de l'Arkea et amené parfaitement. Le lead était super, j'ai trouvé. Alors, je trouve aussi que c'est le Total Energy qui a un peu merdé son dernier kilomètre. J'ai pas tout saisi la logique. Ce que j'ai apprécié sur ce sprint, c'est le 6ème de la Marseillaise. Brian Cocard, qui a l'air aussi en forme en ce moment. Je pense je sais pas, je crois qu'il est aligné sur Bessèges. Je vais te le dire, je vais chercher cet artiste là, je vais te le dire. S'il est aligné sur Bessèges, il y a 2-3 étapes qui peuvent lui aller. Je te confirme, il y est sur Bessèges. Quentin, toi, tu penses quoi, Quentin de Vélo Futé, tu penses quoi, toi, de ce Grand Prix de la Marseillaise qui s'est déroulé hier, où on a vu en plus un autre Cofidis, c'est Guillaume Martin qui s'est mis en évidence dans les routes des crêtes. Ouais, il y a tellement de choses à dire sur cette course, mais alors Allez, juste vas-y. pour Cocard, je suis pas tout à fait d'accord avec Julien parce que pour moi, il fait un sprint, il est mal placé, il manque de jus, continuité de l'année dernière. Il est tout seul, hein.
Très déçu. Ouais, mais même quand tu es tout Lui seul, aussi, le il est mec tout qui seul, sort de la hein. piste, il doit y aller, quoi. Il doit y aller. Il a peur de frotter. Bon, je suis déçu pour lui, pour Cofidis, parce qu'en plus, il y avait un bel hommage à rendre à un ancien de chez eux qui était décédé. Par contre, Guillaume Martin, c'était le plus fort. C'était clairement le plus fort. Il a tout dynamité. Il a difficilement fait la dernière descente. Il s'est fait bouffer par le peloton, mais bon, ça paraît un peu logique. En tout cas, je suis très content de le voir à ce niveau-là. C'est un super mec, il prend confiance en lui. En plus, j'ai l'impression, puisque même lui, à la fin de l'épreuve, il dit que c'était lui le plus fort. Et ça me fait plaisir de voir un Français un peu comme ça. Euh, très agréablement surpris. Et puis le petit Alexis Brunel aussi, qui j'aime pas spécialement la personne par rapport à ce qu'il montre comme image, mais qui avait l'air bien en canne aussi. Voilà, de bon augure pour les Français cette année. Juste, je vais rebondir un peu sur les commentaires qu'on a en direct, alors que je remercie ceux qui nous suivent là, qui ont rajouté leur follow. Noscap68, Antoine2635, LV Cycling, merci à tous pour nous suivre. Dans les commentaires, on a du Joyeux du Nil qui nous dit Galvan, spécialiste de la Marseillaise, 4ème l'année dernière. Il y en a, ils sont spécialistes de Roubaix. Lui, c'est la Marseillaise, pas de chance. Et Justin Nadeau qui nous dit aussi Coquard doit faire mieux que 6. Cofidis, c'était le bazar dans le final. Benjamin Thomas était encore là pour le placer. Mais on va miser sur le manque d'automatisme. Ouais, il y a peut-être un petit peu de ça aussi. Je regarde le classement final de cette Marseillaise pour voir où termine. Benjamin Thomas 12ème, Coquard 6ème. Coquard qui arrive de la BNB, Thomas qui arrive de la Groupama FDJ, Quentin... Martin 22 et 26 Rochas. Voilà. Oui, voilà, mais là c'était plutôt le profil grimpeur pour faire le travail aussi pour Guillaume Martin. On a vu une équipe assez complémentaire. Quentin ou Titouan de Vélo Futé, Quentin, peut-être, toi tu penses quoi un petit peu de ce qui vient d'être dit, notamment le manque d'automatisme chez Cofidis? Oui, peut-être. Après, je ne sais pas les autres qui ont beaucoup plus d'automatisme. Par exemple, Capiot, je ne sais pas s'il se retrouvait là dans le final. C'est son habitude aussi à ce moment-là de l'année, avec les personnes avec qui il roule tout le temps. Je ne sais pas. Moi, ce que je vois sur le papier, c'est que Coquard, il est censé être rapide, il est censé frotter. Il a fait de la piste avec Tourmin. Non, je trouve que c'est pas très bien. C'est pas très bien joué. Après, je ferai certainement pas mieux qu'eux, ça c'est sûr. Mais c'est beaucoup plus facile dans le canapé. Ouais. Mais je suis déçu parce qu'il avait sa carte à jouer. Et quand je vois Boasson-Hagen, effectivement, avait une sâche pas possible il y a encore 2 mois, je trouve que c'est pas normal. Enfin, en tout cas, je trouve ça dommage. Ouais, puis il n'y a pas une grosse concurrence, je suis assez d'accord, parce qu'en plus, Cosnefroy, il fait un gros effort dans la montée juste avant le final. Ouais, il finit devant lui. Enfin, tu vois, je suis assez, je rejoins assez cet avis de Quentin, parce que même si tu es mal emmené, vu ce qu'il y a devant toi, tu dois être top 3. Pour moi, le minimum, c'était 3ème. Tu vois, tu fais 3ème, bon, bah écoute, c'est un sprint, ça se bagarre à la fin. Tu peux comprendre, il y avait du vent de face, c'est difficile. Mais après, il faut dire que bon. le sprint est particulier sur le Grand Prix de la Marseillaise à chaque fois, il faut l'expliquer quand même. C'est-à-dire que tu as la route des Crêtes où notamment là Guillaume Martin avait attaqué, donc c'est des routes assez larges. Dans la descente, c'est pour ça aussi que Guillaume Martin a été repris, parce que ce sont des grandes routes larges, ce ne sont pas des routes escarpées ou des descentes techniques. Là, si tu as 30 secondes comme avec Guillaume Martin d'avance au sommet de la dernière montée, tu te fais avaler par le peloton dans la descente vers Marseille. Et puis le sprint final sur le boulevard, alors j'ai plus le nom du boulevard, si quelqu'un l'a peut-être, le boulevard devant l'Orange Vélodrome. Michelet. Le boulevard Michelet, merci Julien. Du coup, c'est large, c'est plutôt faux plat descendant, si je me trompe pas, et c'est souvent vent de face. Donc c'est un sprint très particulier quand même à aborder. Je sais pas qui veut réagir dessus. Moi je peux réagir. Enfin, FP, moi, vas-y. quand je repense à l'année passée, déjà le sprint était très très étrange. Donc non, la Marseillaise, seul truc en fait qui est particulier, c'est qu'en fait c'est au niveau de la concurrence, je trouve. C'est qu'au niveau des coureurs que t'avais, il y avait pas de profil pur sprinter, pas de profil. Alors peut-être Pedersen, on peut le ranger dans cette case, mais c'était plus des passe-partout. Donc la Marseillaise c'est toujours compliqué, tu vois. Ça se finit toujours, souvent au sprint, Oui. et à chaque fois c'est un mec qui est pas forcément un pur sprinter qui gagne, quoi. Donc parce que Capiot c'est plus un rouleur flandrien qu'un sprinter. Oui, aussi. Titouan, je vais te lancer en te mettant sur une autre piste peut-être pour terminer ce débat sur la Marseillaise.
tu as aussi, comment dire, une inégalité dans les formes physiques des différents coureurs, comment là aussi ils en sont dans leur préparation. Est-ce que c'est peut-être aussi une des explications par rapport à la place de Coquard, sixième, qui est derrière un Cosnefroy par exemple, qui normalement, Coquard est bien meilleur sprinter que Cosnefroy. Alors, déjà, j'ai un raisonnement un peu différent parce que selon les profils, il y a quand même des grosses différences. Un grimpeur, quand il n'est pas en forme, bah, c'est plus difficile parce que les efforts sont très longs, etc. Pour un sprinter, c'est quand même différent. Globalement, les sprinters sont tous capables d'être présents toute l'année, globalement. Donc, je pense qu'un sprinter arrive déjà en forme au début de la saison. S'il a pu passer toutes les côtes qu'il y avait le long du parcours, c'est qu'il est quand même en jambes. Alors je te pense pas relance que ça soit direct sur ce que tu viens de dire avec un commentaire qu'on a de Joyeux du Nil. Coquard, est-ce qu'il se crame pas un peu trop dans les bosses? Bah, de toute façon, s'il veut suivre, s'il voulait gagner, Ouais. il fallait qu'il se crame dans la bosse. Donc, c'est pas. Enfin, sauf s'il voulait lâcher, mais dans ce cas-là, il gagne pas non plus. Donc, t'es obligé de suivre. Donc, voilà, les formes, évidemment, elles sont diverses et variées, mais globalement, depuis le Covid, on a une grosse tendance à ce que les coureurs soient prêts dès le départ, soient en forme tout le long de l'année. On a vu qu'il y avait énormément de concurrence, peu importe les courses. Les start lists sont de plus en plus imposantes. Là, aujourd'hui, il y avait des Guillaume Martin, Thibaut Pinot, Alberto Bettiol, Benoît Cosnefroy, Mats Pedersen, Philippe Gilbert, Bokio Mollema. Il y avait des sacrés numéros. Donc voilà, donc je pense pas que ce soit un problème de forme. Par contre, si vous voulez bien, moi je voudrais bien parler aussi d'autres coureurs, Vas-y, notamment des dis-toi. étrangers, parce qu'il n'y a pas que les Français, les gars. Ah bon? Mais qu'est-ce que Et tu me dis? évidemment, moi, je voulais revenir sur Francesco Galvan, certes quatrième l'année dernière, mais troisième cette année. Il progresse, il fait quand même, il devance des sacrés mecs. 24 ans. Donc, franchement, moi, j'ai été impressionné. Il n'a que 24 ans. C'est très bien pour l'équipe Kern Pharma qui aimerait bien avoir une invitation sur le Tour d'Espagne. Donc, voilà, donc ça, c'est top. Ensuite, j'ai été aussi comment dire, assez impressionné et content pour la performance d'Alberto Bettiol qui a eu une préparation un peu difficile et qui a annoncé que cette année, elle devait être une nouvelle grande année après son année magnifique en 2019 et sa victoire sur le Tour des Flandres. Il fait dixième d'un sprint où il aurait pu faire peut-être un peu mieux, mais voilà, il est en forme au même titre que Georges Zimmermann, le coureur d'Intermarché, que je suis très étonné de retrouver septième d'un sprint comme ça. Et d'ailleurs, juste pour ajouter sur les étrangers, Vas-y. Diego Ulissi aussi, hein, qui a été un petit moment devant et qui a l'air d'avoir la pédale légère sur les montées. Donc c'est intéressant aussi pour la suite de la saison. Ouais. Moi, en tout cas, juste pour conclure sur le Grand Prix de la Marseillaise, celui que je suis impatient de voir dans les prochaines semaines, on va dire, c'est Guillaume Martin. Après son attaque là, il a fait asseoir tout le monde. Alors il n'y avait pas une énorme concurrence quand même dans le profil grimpeur, le profil de Guillaume Martin, mais il a fait asseoir tout le monde derrière lui et je pense qu'il a mis capot ouvert le peloton entier derrière lui. Donc ça c'est plutôt sympa. Guillaume Martin qu'on ne va pas retrouver à l'étoile de Bessèges. Je cherche parmi l'équipe. Tiens, et juste d'ailleurs, un petit Alors- côté esthétique, moi je trouve que Guillaume Martin, il a ce côté très coureur à l'ancienne avec ses cheveux longs maintenant. Je trouve que c'est vraiment la classe, hein. Vraiment. Ah Ça bah, promet une grande saison, hein, je trouve. Moi, voilà, bref. Tu sais ce C'est qu'il juste te reste à faire, esthétique, FP? hein. De quoi? De Ouais. laisser pousser les cheveux? Laisse pousser les cheveux. Hein. C'est Juste, Guillaume Martin, qui a dit on va le retrouver où? Sur le Tour des Alpes au Var, je crois. Il me Ah semble. oui, Titouan. Ouais, Tour des Alpes et du Haut-Var qui va arriver, si je me trompe pas, dans 10 jours. Ouais, mi-février, fin février, c'est ça. Et puis il enchaînera avec la Faune Ardèche et la Drôme Classique. Voilà, et puis après, il ira sur des courses pour le Tour jusqu'à la fin de l'année. D'accord, Voilà. donc là on va avoir 15 jours de pause pour Guillaume Martin. Et ensuite il va enchaîner fin février les autres courses. Messieurs, on va parler de la semaine à venir quand même. Parce que là ça va être du costaud. Alors déjà cette semaine on a 3 courses par étape. Le Tour d'Arabie Saoudite qui commence, alors si je me trompe pas, demain, ce mardi. C'est mardi, ouais. De Ouais, mardi c'est ça. à Demain. vendredi. De- C'est de samedi, mardi, pardon. de mardi à samedi et de mercredi à dimanche, nous aurons l'étoile de Bessèges et le tour de la communauté de Valence. On va commencer au plus proche Mercredi et jusqu'à dimanche. de mercredi à dimanche, c'est ça. FP, on va commencer peut-être par ce qui est plus proche de nous, l'étoile de Bessèges, parce que voilà, j'aimerais en parler de cette étoile de Bessèges. Donc, il y a- Vu la start list, c'est pour ça que j'aimerais en parler, parce que très franchement, retrouver, surtout côté Ineos, un Richard Carapaz. Carapaz, le champion olympique, un Filippo Ganna, le meilleur rouleur au monde. Alors,
Katowski aussi, mais moi j'ai mon petit chouchou, c'est un Bentelette. Pourquoi? Parce que je l'avais fait bien progresser dans PCM dans une carrière avec la Alpecin Phoenix d'où il est arrivé là, cet hiver chez Ineos. Déjà Ineos ils vont arriver avec la grosse armada. Côté UAE, on va avoir du Pascal Ackermann au sprint. Pascal Ackermann chez UAE, c'est à voir. Diego Ulissi sera présent. AG2R, je fais le tour de la start list et je vous lance après, messieurs. Van Avermaet, Calmejane, Champoussin, côté AG2R, côté Trek, du Tony Galopin qui est de retour avec Bauke Mollema, Mats Pedersen, à la Groupama FDJ, Quentin Paché, Thibaut Pinot, Sébastien Reichenbach qui était venu dans Vélo Podcast il y a quelques mois. On retrouve Bettiol aussi, Magnus Cort à la IF, et puis chez Cofidis pour parler des Français, Brian Cocard, Rezou Serrada, Rémi Rochas, notre ami Rémi Rochas qu'on a souvent eu l'occasion de voir dans Vélo Podcast et d'entendre, et puis Ben Fabien Swift Doumbé, à l'Arkea aussi, et Hofstetter Arkea, parce que ça va être aussi à suivre, je pense. Ouais, exactement. Donc on va voir. Messieurs, Étoile de Bessèges, vous allez le suivre. Question très rapide, Titouan, toi tu vas le suivre? Ah bon, moi, je suis toutes les courses, donc oui, je vais la suivre. Est-ce que je pourrais regarder toutes les étapes? Je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, je vais la suivre avec attention. Je ne parierai pas sur une victoire de Richard Carapaz au classement général, en tout cas. Peut-être qu'il sera pas trop en forme déjà. Il a tendance à être un peu en dedans en début de saison. Voilà, pourquoi pas une surprise. Le chrono ne devrait pas échapper à Filippo Ganna. Bon, en tout cas, je vois pas trop qui pourrait le battre. Mais voilà, je vois bien une surprise au classement général d'un coureur un peu plus en forme que les autres qui pourrait surprendre. Quentin, ton compère de vélo futé, tu en penses quoi? Oui, je partage. Après, l'année dernière, on a vu quand même quelques surprises. C'est en parler de la forme du début d'année. Peut-être que sur ce genre de profil un petit peu plus escarpé, il y a des coureurs qui peuvent tirer leur épingle du jeu. Il me semble que l'année dernière, il y avait eu la Trek qui avait fait quelques trucs, avec Mollema, et même Christophe Laporte, non, qui avait fait un résultat, il me semble. Ouais, Christophe Laporte avait fait un résultat à Bessèges, il avait gagné la première étape, je crois. Je vais te le dire tout de suite, je vais me mettre dessus. C'est ça, ouais, si. Quasi sûr. Ouais, après, je pense que les gros leaders Ouais, c'est ça. vont surtout emmagasiner les kilomètres. Mais ça serait bien des petits Français qui se révèlent et qui claquent, ouais. Même s'il y a les Espagnols aussi, Titouan, je suis d'accord. Et les autres nations, mais allez, on va faire courir le coup. Après, c'est le comportement moi, où je vais être attentif parce que autant Cofidis, j'ai plutôt confiance vu l'envie de Vasseur de montrer qu'ils sont là sur les courses et puis pour gagner des points, UCI. Mais moi, je suis impatient de voir le comportement d'AG2R par exemple, qui m'a déçu un petit peu l'année passée. Alors pas les grands tours évidemment, mais je parle sur les courses là un petit peu et notamment les Flandriennes. Voir un peu si ça travaille un peu ce côté. On va lancer Van Avermaet et on tente un peu notre chance de plus loin, quoi. Julien, juste, je vais rappeler quand même. Alors, pour te lancer sur l'étoile de Bessèges, le classement l'année dernière, c'est la victoire de Tim Wellens qui a remporté l'étoile de Bessèges l'année dernière devant Kwiatkowski et Nils Politt. Et je vais te lancer aussi sur le commentaire de Justin Nadeau qui est là, parce que oui, c'est vrai, il y a le contre-la-montre, fameux contre-la-montre. Est-ce que c'est le contre-la-montre final? Oui, c'est à Alès, hein, c'est ça, ouais. hein. C'est à l'est, en haut de l'Ermitage. En haut de l'Ermitage, exactement. Alors certes, ça grimpe, c'est escarpé du côté de l'étoile de Bessèges, mais alors il y a deux choses. Il y a ce que nous dit Justin, c'est pourquoi pas une victoire de Ganna au général. En 2020, il a tenté le classement général sur la Volta de San Juan pour sa première course de la saison. Donc il y a ça. Et deuxième donnée par rapport à Filippo Ganna, c'est surtout par rapport à la Ineos, qui à mon avis a un fighting spirit un peu en plus par rapport à ce qui arrive à Egan Bernal qui est cloué sur un lit d'hôpital en Colombie, et peut-être que les Ineos ils ont envie de se dépouiller aussi pour lui. Julien. Je pense qu'ils auront le couteau entre les dents pour montrer qu'il est soutenu par l'équipe. Après, il faut voir. Alors, en météo, c'était grosse alerte Mistral aujourd'hui. On sait que ça souffle pas mal là-bas. J'ai pas vu demain. Mais alors, est-ce que Ganna peut gagner le général? Ça, c'est une certitude s'il perd pas de temps sur les étapes avant.
Sachant que tu as alors des petites arrivées avec des petits coups de queue à la fin. Je vais, Titouan, je vais te relancer juste après. L'arrivée, c'est mercredi, ouais, c'est sa première étape à Bellegarde, la côte de la Tour. Une nouvelle arrivée jeudi, la deuxième étape à Rousson avec une borne et demie à 7% de moyenne. Là, ça sera peut-être un peu plus pour les sprinters, un peu plus plat à Bessèges pour la troisième étape. Le Mont-Bouquet, samedi, c'est du 10%, 5 bornes à 10%, je crois, si je regarde bien. Et ensuite, le contre-la-montre à l'Est-l'Hermitage, en haut de l'Hermitage, là, avec la dernière montée. Vas-y, Titouan. Bah, le Mont-Bouquet, je pense que c'est un peu compliqué pour Filippo Ganna. Je ne sais pas combien il pèse en début de saison, mais souvent, voilà, en début de saison, on a quelques petits kilos en trop. Alors moi, Il a remporté une étape de moyenne montagne sur le Giro, hein. Attention. Oui, tout à fait, mais est-ce qu'il a la forme du Giro? C'est Voilà, enfin, il est affûté comme au Giro, je pense pas. Et la montée du Giro était beaucoup plus roulante qu'elle ne l'est là. Là, on parle plutôt de profil pur grimpeur pour une côte comme ça. Même pour les punchers, ça peut être un peu trop long. Voilà, un format du type Carapace sur le papier, Champoussin ou des coureurs comme ça pourraient être beaucoup plus à l'aise qu'un Filippo Ganna. Par contre, s'il perd pas trop de temps là, Filippo Ganna, et qu'en effet, il cartonne sur le contrôle-la-montre le lendemain, oui, il peut peut-être jouer le classement général, mais il va devoir limiter. Et sur rien que les 600 derniers mètres à 12%, il peut perdre 20 secondes, quoi. Donc ça peut aller très vite. Donc je miserais pas forcément sur Ganna pour le général, mais peut-être pour une étape, oui, à moins qu'il arrive à faire une bordure dans la première étape grâce au vent, et dans ce cas-là, qu'il puisse prendre là aussi de la. FP, je te lance pour terminer sur l'étoile de Bessèges. Titouan vient de dire un nom qui m'interpelle parce que finalement, après ce qu'il a montré en fin de saison dernière et peut-être le nouveau statut qu'il a dans son équipe, on l'attend sur les courses comme ça où il doit peut-être scorer ou en tout cas être sur le podium. C'est Clément Champoussin. Ouais, avec Clément Champoussin, ça fait un moment que j'ai envie de le voir très haut. Bah, Champoussin, il apprend toujours chaque mois. On en avait parlé évidemment avec Vincent Lavenu dans les podcasts bilan il y a quelques semaines. Mais Clément Champoussin, je pense que cette année, il va falloir voir dans quelle course il peut briller, quoi. Parce que moi, je reste persuadé que c'est un coureur des courses d'une semaine où c'est escarpé, où il y a de la montagne mais pas trop haut, où il n'y a pas trop de chrono, même s'il se débrouille pas si mal. Donc ouais, ça va être intéressant de voir ça. Après, Clément Champoussin, il aura un peu plus de champ libre parce qu'il y a Benoît Cosnefroy qui a déclaré forfait à cause d'un décès dans sa famille. Mais voilà, donc visiblement, au moins, il aura peut-être plus de latitude pour partir lors de cette étoile de Bessèges. Bon, messieurs, on vient de parler de l'étoile de Bessèges. 20h20, on est allé dans le temps additionnel de ce live. Mais bon, quand on parle cyclisme, forcément, les gars, on peut pas s'arrêter. Alors que je salue ceux qui commentent en même temps sur Twitch. N'hésitez pas à continuer à engranger, qu'on engrange des followers pour nous permettre de continuer à faire ces lives. On va partir un peu plus loin que Bessèges du côté du Tour de la Communauté de Valence où on va avoir 5 jours de course. Je vais me mettre après sur les profils d'étapes, voilà, avec déjà dès la première étape, ça va être de la moyenne montagne. Comment ? Là, il y a une start list costaud. Titouan, ouais, exactement. Je vais faire la start list juste après. Deuxième étape, plutôt un peu à Torrent. Allez, pour des sprinters qui passent un peu les bosses. Troisième étape, alors là, c'est limite de la haute montagne. Enfin, non, pas haute montagne, mais moyenne montagne, c'est 1200 mètres d'altitude, l'arrivée à Antenas del Maigmo. Mais une grosse montée là, avec 10 bornes à 8% de moyenne. C'est bien escarpé avant. Torrevieja au sprint, quatrième étape, et la cinquième étape, plutôt au sprint aussi à Valence. Et du côté de la start list, Titouan t'en a parlé. Allez, on va aller du côté des top competitors. Valverde, Mohoric, Evenepoel, Mas, t'as Nizzolo, Trentin, Vlasov, Honoré, Kelderman, attention, Bilbao, Haig. Bon voilà, Mattia Cataneo aussi, attention à lui. Anthony Roux. Anthony Roux, exactement. Nibali, attention à Nibali qui a remis le maillot de l'Astana cette saison. On sait jamais ce qu'il peut faire. Dylan Tuns. Tiens, Titouan, t'en as parlé de start list. T'en penses quoi, toi, autour de la communauté de Valence ? Il faut savoir que de toute façon, depuis des années, le Tour d'Andalousie, les Tours de la Communauté de Valence accueillent une très belle start list. Il y a toujours de très bons coureurs qui viennent ici parce que parce que tu es en vacances, voilà, tout simplement. On a des bonnes conditions pour se préparer et puis le parcours est très intéressant. Il y a très peu de sprints, il n'y a que des étapes difficiles avec des arrivées au sommet où on peut scorer, se mettre en confiance pour le début de saison. Donc toutes les conditions sont réunies pour faire une bonne rentrée en matière.
Donc je suis pas surpris de la start list finalement. On va suivre surtout deux, trois coureurs vraiment, je pense, qui seront vraiment plus ou moins au-dessus des autres. Pour moi, il y aura Evenepoel qui sera capable d'être directement en forme. Valverde, évidemment, qui va continuer son tour d'honneur chez lui et qui voudrait en gagner une. Et je pense que voilà, un coureur comme Vlasov a montré des choses intéressantes pour sa reprise. Donc voilà, Vlasov, je le suivrai aussi avec attention. Je pense que ce sera plutôt lui qui aura le leadership que Kelderman, à mon avis, pour qui les côtes sont un peu trop pentues dans ce coin. Quentin, t'en penses quoi toi? Qui tu vois aussi parmi ce que vient de dire, parmi les noms que vient de dire Quentin? Que vient de dire Titouan, pardon. Bah oui, Valverde, je crois qu'il y a Mas aussi, donc je pense qu'ils seront là vu ce qu'ils ont montré cette semaine à Majorque. Ça serait peut-être bien qu'on voit le petit Carlos Rodriguez aussi, Ouais, petit espagnol. la petite pépite espagnole. Carrément. Et puis, je pense qu'il peut faire quelque chose par rapport au profil qu'il y a. Et encore un autre espagnol que je mettrai en avant, c'est Ayuso de UAE. Donc moi, j'aimerais bien voir ces petits jeunes faire quelque chose, quoi. Ça serait bien. Et puis si ça peut se battre avec Valverde qui a 2 fois leur âge, ça serait top, quoi. Après, Evenepoel, je ne sais pas quel niveau il aura, je ne sais pas comment il va arriver, il sera certainement là. Je ne suis pas un grand fan du coureur, mais bon, il y aura une belle bagarre. Julien, avant de te lancer, je vais te faire rebondir sur ce que vient de nous dire Justin en commentaire. Alors que merci à Ricoco1212 pour le follow. On avait lancé un petit objectif à 20 followers à la fin. On en était à 8-9 là au début du stream. Allez, si on peut arriver à 20 followers, ça peut être sympa. On va voir ce petit objectif. Juste, Julien, ce que vient de nous dire Justin en commentaire, plus sérieusement, alors, parce que lui, FP, ce sera pour toi après, Let's Go Attila Valter, c'est la grosse hype de Justin pour Attila Valter. Ah ouais, je suis d'accord. Julien, derrière les valeurs sûres, il sera intéressant de voir qui a passé un bon hiver et qui est capable de franchir un cap en 2022. Et c'est intéressant parce que ça rebondit sur les noms que vous venez de citer, les gars, de vélo futé, du Carlos Rodriguez, du Juan Ayuso. C'est des petits jeunes, ce sont des Espagnols, ils vont être à domicile, ils sont plutôt à l'aise dans ces profils où ça grimpe. Voilà, est-ce qu'ils auront franchi un petit cap? Alors Ayuso très très jeune, hein, mais un Carlos Rodriguez, est-ce qu'il aura franchi un cap? Pourquoi pas? Moi, j'attends de voir Ayuso, justement, face à cette concurrence. Alors, ça sera pas le on a leader parlé- Ayuso, hein. Tu l'as la start list de la UAE, Julien? J'ai la start-list provisoire. Hein, ouais, ce serait peut-être Solaire à la rigueur. Voilà, parce que Marc Soler, lui, est arrivé de la Movistar cet hiver chez UAE, donc il va être dans l'ombre de Soler, peut-être qu'il va rouler pour lui. Moi, je tiens le pari, en tout cas, que ce sera Ayuso devant Soler au classement général. Ouais, Titouan, Ayuso devant Soler, où ça? Voilà, là, au classement général, j'en suis quasi sûr que Ayuso sera devant Soler. Ouais, Julien, t'en penses quoi? Je pense aussi qu'Ayuso va surprendre. Alors, une équipe dont on n'a pas parlé, Ouais. c'est les Anglais d'Ineos. Alors, tu Sur la- veux que je te donne les noms? Castroviro, Fraile, qui est arrivé, Tao Gegenhardt, Carlos Rodriguez, Pavel Sivakov, Ben Swift, Elia Viviani, qui est revenu chez Ineos, Julien. Alors, il y aura peut-être une ou deux étapes au sprinter. J'ai bien envie de voir revoir Viviani lever les bras tout de suite. Avec un dab, Oui. un dab pour Cédric Vasseur. Avec juste une écharpe Team Cofidis. Non, mais Sivakov. Je vois bien Sivakov sur ce genre d'épreuve. C'est un pari que je me prends. Ok. À voir, à voir, à voir, à voir. Ouais, FP, toi, il tu a en des penses choses quoi? à prouver. Après, vous avez un peu tout dit, mais la BNB Hotel, moi je pense que je viens vers elle parce qu'en fait je vois Mozzato en fait qui sera dans la start list et c'est Jérôme Pinot qui nous en a parlé du jeune sprinter italien. Donc je vais voir s'il va faire un résultat parce que voilà, Jérôme Pinot il croit beaucoup et on va voir ce qui va se passer quoi. Mais après sur ce que vous avez dit, je suis globalement d'accord et j'ai pas grand chose à rajouter. Bon, messieurs, on va passer. Oui, alors, Titouan, pour terminer, vas-y. Je vais juste dire, il y aura globalement peut-être qu'une opportunité pour les sprinters, donc il aura intérêt à pas se louper ce Mozzato. De toute façon, quand on regarde la start list, on les cherche un peu les sprinters et il n'y a pas des gros sprinters de renom, c'est plutôt des jeunes qui viennent pour espérer choper une étape. Decker,
Voilà, si, il y a Jacobsen quand même. Jacobsen, Il y a Thompson, oui. Alors avec attends, parce Mozzato, que du coup, merci. Enfin, je pense qu'on est tous un peu sur ce même site. Hein, c'est Pro Cycling Stats qui est peut-être aujourd'hui le meilleur site pour référencer tous ces coureurs. Au niveau des sprinters, Nizzolo, Viviani, Jacobsen, Aberasturi, Christophe Trentin, Molano, Timothy Dupont, Morkov, Agnolkowski pour les 10 meilleurs, avec Moschetti, Mozzato, Bol, Pasqualone aussi derrière. Ah. Enfin, Mozzato, Pinot a dit que c'était la future grande star du cyclisme mondial. Hein, donc, j'attends. Alors, Nous, ouais, alors, je, sais nous, pas, je me rappelle pas de cette phrase exacte, mais peut-être pas à ce point-là quand même. Non. alors, nous, dans le bilan il a qu'on bien a fait, dans le bilan qu'on a fait avec Jérôme Pinault dans Ah oui. le grand bilan BNB Hotel dans Vélo Podcast, il voulait pas qu'on en parle. Hein. Il voulait le garder sous le tapis un petit peu, Mozzato, pour pas Oui. qu'il soit recruté par d'autres. Hein. Non, mais je suis alors, d'accord. Il a quand même dit que c'était meilleur que. Enfin, il était triste qu'Ocokar soit parti, mais que Mozzato serait bien meilleur que lui. Bon, en même temps, il n'y a pas. Non. Il n'aura pas de mal. Il aura pas de mal. Mais bon. Peut-être quelqu'un qui a un mot de la fin, le tout dernier mot, je lui donne 5 secondes, ensuite on passe au Tour d'Arabie Saoudite pour terminer. Ok, allez, on passe au Tour d'Arabie Alors. Saoudite. Merci alors, messieurs. moi, Oui. non, je veux juste finir sur Julien, Valence. allez, vas-y, 5 secondes. Alors, 5 secondes pour Valence. À Valence, dimanche, c'est la rentrée des classes européennes pour les filles. Oui, dimanche. Alors, je te donne un peu plus, je te donne 30 secondes du coup pour nous en parler. Vas-y, vas-y. Alors, il y a la Vuelta de la Comunidad Valenciana, une course en ligne de 92 bornes, assez plate. Et c'est oui, c'est la rentrée des classes européennes pour les filles. Ça va arriver au sprint. Il y a de fortes chances. La tenante du titre et la petite Consoni, Chiara Chiara Consoni, la Ouais. sœur de Daniele de chez Cofidis. Simonet. Timonet, oui. Simonet. Faut le Bah, savoir. c'est pas... Bah, en tout cas, je rebondis sur ce que tu viens de dire pour parler des femmes, Julien, parce que et là, bon, peut-être que j'arrive après la bataille, mais j'ai trouvé la petite la database sur PCM des femmes pour la nouvelle saison qui est hyper complète. Il y a toutes les équipes, il y a tous les parcours, il y a même le Tour de France. Et je vous invite vraiment à télécharger cette database qui est vraiment très bien faite. Et je pense qu'on pourra s'en faire peut-être une ou deux parties avec les femmes cette saison parce que je trouve que c'est quelque chose qui manquait tout simplement. On arrive à un moment donné où voilà, les femmes ont des courses qui ont de plus en plus d'étapes, même avec des courses qui arrivent tout court comme le Tour de France féminin vraiment. Je trouve que c'est une très bonne chose d'avoir une DB féminine sur PCM et ça permet pour elle d'avoir une visibilité supplémentaire. Ouais. Allez, on est à bientôt 1 heure de stream, il est 20h30, on s'est dit 20h15, on n'arrête jamais. Bon allez, 5 minutes, on se fait sur le Tour d'Arabie Saoudite pour terminer, messieurs. Tour d'Arabie Saoudite, donc. Alors, c'est pas réellement la course qui nous hype le plus, mais finalement, elle est... Voilà, elle est plutôt sympa à suivre. Le dernier Tour d'Arabie Saoudite, c'était en 2020, remporté par Phil Baos. Alors, il me semble que c'était après une bataille avec Nasser Bouhanni, je crois, c'est ça. Ça s'était joué un peu sur la fin. On se remet sur la start list du. Ça s'était joué sur une réclamation, il me semble. Eh ben, c'est pour ça en fait, il y a eu une bataille avec Nasser Bouhanni. Alors si quelqu'un a le truc, il me semble que c'était peut-être une réclamation pour un sprint illégal, non Sur le dernier sprint, il me semble, Julien. où Baos, dans mes souvenirs, Baos fait une manœuvre un peu de filou sur Bouhanni, prend la bonif et gagne à 1 seconde, je crois. Dans mes souvenirs, c'est ça. Ouais. Justin, Saudi Tour 2019 où Cavendish emmenait les sprints pour Baos. Alors 2020, 2019, il n'y a pas eu ouais, c'était à la Bahreïn avec Cavendish qui emmenait pour Baos. Putain, c'est vrai. Ça, on avait tous halluciné. Je vous fais de la start list très rapidement avec les plus gros coureurs. Danny Van Poppel qui arrivait à la Bora, Sénéchal, Caleb Ewan, Jordi Meus, Anthony Turgis, Davide Ballerini, Gaviria, Dainese, attention le petit sprinter italien, moi je l'attends, Nicolo Bonifazio, Andrea Baggioli du Rui Costa, Groenewegen, Las, Consoni, Meurice, Matteo Fabro notamment, Alexis Renard. Voilà un petit peu pour les gros sprinters, David Chimolai aussi. Voilà pour les gros coureurs de cette start list du Tour d'Arabie Saoudite. Allez, on va une intervention chacun, messieurs. Je vous donne 20 secondes chacun. FP pour commencer. Toi, tu en penses quoi? Je vais observer ça d'un œil, je pense, parce qu'il y a BCL et il y a la
la communauté de Valence qui va être plus intéressant. Mais Ça va être en moi, je milieu de vais journée. observer un petit peu avec Sénéchal, évidemment. Sénéchal, Turgis et Jordi Maus. Caleb Ewan aussi. En fait, ça va être beaucoup du travail sur sur les trains. Pour ça, je pense, se préparer au début de saison. Après, à part ça, quand tu regardes le parcours, bon, c'est pas un parcours dingue non plus. Donc voilà. Alors, t'as la deuxième étape à. Ouais, vas-y, Ouais, mais vas-y. la quatrième aussi, mais je suis pas hyper hypé. Puis vu les équipes qu'il y a, voilà, il y a à part la UAE qui envoie Gaviria. Après, on a quoi du Terpstra, comme t'as dit, chez la Total Du Rui Energy Costa qui est peut-être son pour retour. la victoire finale. Ouais, franchement, non, j'avoue que je suis pas très hypé par cette course. Les gars de Vélo Futé, Quentin, Titouan, Quentin, peut-être toi t'es hypé par cette course. Alors en plus, on connaît le contexte géopolitique et c'est pour ça que je vous lance aussi parce que vous avez fait un petit travail sur le Tour d'Arabie Saoudite avec le FC Geopolitics. Je salue d'ailleurs votre travail avec aussi le FC Geopolitics sur ce que vous avez fait. Ouais, c'est sympa. En plus, c'est Romain qui est plutôt axé là-dessus, donc la troisième personne de l'équipe. Mais oui, forcément, on est hypé parce qu'on a travaillé dessus, parce que on sait qu'il y a un côté géopolitique assez intéressant. On vous invite à aller le lire. Moi, je suis hypé parce qu'il y a un gros plateau de sprinters. Et je vais suivre quand même avec attention les gros Groenewegen dans sa nouvelle équipe, puisqu'il est parti chez Bike Exchange. Il y a du Caleb Ewan apparemment. Non, non, moi ça m'intéresse, comme toutes les courses. Et je pense qu'on peut avoir de beaux combats, même avec Consoni, Chimolai. Moi, je suis assez. Dainese aussi. Non, moi, je suis côté sprinter, je suis hypé. Titouan, toi tu en penses quoi? Peut-être une surdomination de la UAE avec La UAE, au niveau des coureurs, la UAE, tu as le gros train de sprinter qui est là. Alors attends, je me remets dessus. Voilà, train de sprinter avec Richidze pour emmener Gaviria, avec du Rui Costa aussi pour les boss. le train est beau, mais le sprinter final est pas vraiment en forme, on va dire, depuis qu'il est chez UAE. Donc, je Il est en forme vois en pas, début de saison, quoi. je vois pas vraiment UAE briller. Honnêtement, moi, je pense que bon, les sprints, voilà, on a deux gros favoris qui se dégagent, qui sont Groenewegen et Evan, qui sont globalement les deux plus puissants, sûrement, peut-être avec Jacobsen du monde. Donc, ça va être vraiment un beau duel à suivre. La différence, c'est que Caleb Evan, je pense qu'il est capable de gagner la troisième étape qui arrive en légère côte. C'est typiquement le genre de truc qu'il avait fait quand il avait gagné, je crois, à l'UAE Tour. Je sais plus quelle était l'arrivée, mais il avait gagné exactement sur ce genre d'arrivée. Je pense qu'il Je est, vois très bien ce dont tu veux parler. Je vois très bien. pour moi, moi, si je devais dégager un favori pour le classement général final, je mettrais Caleb Evan. Voilà, parce que même si ça monte un petit peu, Evan, il est capable de le faire, il est capable de prendre des bonifs au sprint. Donc voilà, je pense que et en plus voilà, il est là pour ça, pour ramener des points à son équipe. Donc en espérant qu'il chute pas, on touche du bois. Evan pour moi ce sera vraiment le coureur à suivre. Et je suis assez hypé parce que globalement voilà la start list de sprinter est très intéressante. Vous l'avez dit, il y a Evan, Groenewegen, Gaviria, Bonifacio, Jordi Meus, Davide Ballerini, pourquoi pas Yannick Steimler. On a énormément de beau monde. Simone Kosomny qui va pouvoir prendre un peu du grade depuis le départ de Viviani qui ne scorait pas du tout, Jacob Marescu s'il arrivait est en Ouais. descente, Alberto Denez. Donc voilà, il y a quand même des noms assez intéressants. Donc moi je suis hypé et je pense qu'on voilà, les derniers kilomètres seront intéressants à suivre. Julien, juste, on parlait. Le pronostic de Titouan, là, c'est plutôt Caleb Ewan. Je me suis mis sur les profils. On a donc dans les étapes où les sprinters vont être mis en difficulté. Alors, deuxième étape, Abu Raka avec une rampe finale, 1,5 km à plus de 7% et demi de moyenne. Et puis, on a la quatrième étape à l'arrivée à Sky Views of Arat Unveiled. Magnifique accent, merci. Avec Ouais, 3 bornes à 12%. Et ensuite, tu as une redescente légère de 9 km pour aller jusqu'à l'arrivée. si Julien. Ewan passe ce tape-cul, il peut aller gagner dans les centres. Je pense que ce sera de toute façon l'étape clé de cette course. Je rejoins le pronostic sur Caleb Ewan. Après, pourquoi pas à Rui Costa sur l'étape 4. Il sait faire. Non, mais je pense qu'il y a une belle start list de sprinters. Attention sur la première étape, où il me semble avoir vu 5 ou 6 km de gravel Oui, dans les 20 derniers kilomètres.
Eh ben attends, oui, c'est vrai. Hop, avant un premier sprint, je pense, oui, c'est ça. Ouais, Winter Park. L'arrivée à Winter Park, une boucle autour de Winter Park. Oui, c'est vrai, il y a du gravel. Oui, j'avais pas vu. Bon, on sait jamais. Bon, après, ça va passer quand même. Oui, ça peut passer, ça va passer, oui, mais ça peut percer. C'est pas faux. Merci messieurs, on vient de parler de l'Arabie Saoudite. On a fait un tour complet, on avait dit la fin à 20h15, il est 20h38 dans ce live Twitch, on va arrêter là. FP, en tout cas, c'était plutôt sympa, on a fait le tour des derniers jours, on a parlé aussi de la semaine à venir. Voilà, c'était un premier live qu'on s'est tenté, je pense que c'était plutôt sympa. Ouais, c'était plutôt sympa. Puis en même temps, là, c'est le début de saison, c'est des courses, tout le monde est un peu en rodage, et nous aussi. Et puis les vraies courses arrivent au mois de février avec le Newsblad. Exact. Tu l'attends, toi, tant que ça arrive pas sur les pavés, ta saison a pas commencé. Hein. Ah, c'est pas ça, c'est que le vrai début de saison, c'est les pavés. Après, on repart un peu à Paris-Nice, et après, on revient dans les pavés. Et après, enfin, ça se lance. Bon, tu diras ça à Pierre-Guy, l'organisateur du Grand Prix de la Marseillaise, hein, quand on l'aura un invité encore. Ouais. Non, je me cacherai à ce moment-là. Bon, pas de soucis. Pour FP, Allez. Pour FP, tant qu'il n'entend pas la voiture Rodania, c'est pas la saison. Ah, on est bien d'accord. En tout cas, merci messieurs, je fais le tour. Julien Després d'Actu Cyclisme Féminin, merci encore une fois d'avoir été avec nous. Toujours un plaisir de t'avoir avec nous. Avec plaisir. On lance notre présentation des équipes à partir de cette semaine. Donc tous les jours, on va lancer des fiches équipes avec les principaux transferts et nos commentaires. Et on a lancé là, pendant l'émission, Laura, avec qui je travaille, a lancé nos 5 raisons de suivre le cyclisme féminin en 2022. Je vous invite à aller voir ça. Eh bien, rendez-vous sur le compte Twitter, même partout, de Actu Cyclisme Féminin. Bravo pour votre travail encore une fois, et aussi bravo aux gars de Vélo Futé pour ce qu'ils font. Deux mecs du trio de Vélo Futé étaient avec nous ce soir, c'est Titouan et Quentin. Merci messieurs d'avoir été avec nous, c'était une première, on était ensemble pour la première fois, c'était vraiment sympa d'avoir été avec nous. Merci pour l'invitation, c'était très sympa. Merci pour l'invitation. Merci, puis vous faites du très bon boulot au podcast, donc on apprécie vous écouter également, donc merci. C'est très gentil, merci beaucoup Titouan, merci beaucoup Quentin, et puis la petite surprise du soir, on va vous la donner après ce live, ça sera plutôt dans la soirée aux alentours de 22h, on va vous publier le nouveau générique de Vélo Podcast, on l'a préparé ensemble. FP, tu nous dis ce que tu en penses de ce petit générique. Je vais rendre à César ce qui est à César. C'est toi qui l'as créé, ce générique, celui-là. Il est très bien. Puis je t'ai juste fait des retours, c'est tout. Mais en tout cas, bravo. Et puis ouais, il est pas mal. Il est super intéressant parce qu'en fait, il va vers la nouveauté, j'allais dire. Tu vois. Et je l'ai fait écouter un peu là où je travaille et ça a plutôt pas mal pris. Donc j'espère que ça va plaire aussi aux auditeurs. Tu seras un bon communicant, toi, franchement. Ça va vers la nouveauté. Qui nous a dit ça dans les grands bilans? C'était un. C'est pas Stéphane. C'est Stéphane Delcourt de la FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope qui nous parlait du maillot en grand communicant qu'il est. FP, j'ai l'impression que tu viens de me dire pareil avec le. Après, je sais pas s'il est du niveau du maillot de la FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope, hein, parce on que verra ça, c'est bien. vraiment un maillot magnifique. Bon, rendez-vous en tout cas aux alentours de 22h sur notre compte Twitter, sur nos réseaux sociaux. Alors sur Facebook aussi, Instagram, on l'a pas encore récupéré. Je pense qu'on va devoir relancer un petit compte Instagram parce que j'ai réussi. Autant je suis peut-être un bon monteur, autant je suis au niveau des streams. J'ai réussi à organiser ce stream sans qu'il y ait de bugs. Ça, c'est un grand exploit, les gars, je tiens à vous le dire. Autant au niveau d'Instagram, je suis pas spécialiste et j'ai réussi à nous faire suspendre. Ouais. Ça arrive à nos meilleurs, hein. Même la Fédération Française de la Loose a été bannie de Twitter. Ils se sont fait hacker le compte Twitter. Ça m'a hacké, ouais. Donc, Bon, allez, en tout cas, merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci pour les follow, on avait débuté à 8 followers le live, on en a 16, on a doublé, je vous remercie en tout cas. On se fera des petites parties PCM ensemble, que ce soit chez les femmes, chez les hommes, on invitera tout le monde. Il y avait Justin Nodo qui était là, Justin tu viendras avec nous la prochaine fois aussi, on invitera Jocelyn. On verra avec Valentin aussi s'il peut venir, bon bref, tous les amis de Vélo Podcast, vous êtes les bienvenus, on est ensemble, on parle vélo. À suivre cette semaine, je le rappelle, Bessèges, l'Arabie Saoudite et le Tour de la Communauté de Valence. On en parlera peut-être en début de semaine prochaine pour débriefer ça comme on l'a fait ce soir. Merci beaucoup et bonne soirée à toutes et à tous. Bonsoir et à bientôt dans Vélo Podcast. Merci, salut. Merci, salut à tous.